Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour fêter les 5 ans de la chaire Gouvernance et Régulation. C'est une chaire qui fête à la fois son 5e anniversaire et qui fête aussi à cette occasion le renouvellement d'un certain nombre de partenariats. On a le plaisir de renouveler le partenariat pour 5 ans avec 3 des entreprises fondatrices de la chaire, que sont Enedis, RTE et la SNCF, auxquels viennent se joindre cette année 2 nouveaux partenaires, la RATP et Ecologic, qui eux-mêmes rejoignent des partenaires qui sont là encore pour quelques années, ADP, l'ASFA et Vinci. Et nous remercions évidemment ces partenaires de permettre à cette chaire, dont je suis le directeur scientifique, d'exister. Cette chaire constitue un écosystème qui regroupe plus de 25 partenaires. Donc il y a effectivement des opérateurs régulés. Il y a pratiquement tous les régulateurs sectoriels français. On a aussi pas mal de représentants des pouvoirs publics, comme le Conseil général de l'économie, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, la Cour des comptes et le Conseil d'État. On a un partenariat aussi fortement établi avec l'OCDE qui réfléchit beaucoup à ces questions de gouvernance publique. On a aussi des partenaires experts, des cabinets de conseil qui sont spécialisés sur les questions de régulation. Et tout ça permet un écosystème aussi universitaire avec évidemment d'abord des équipes centrées sur l'Université Paris-Dauphine, PSL et tout un réseau international d'académiques. Dans le cadre de la Fondation Dauphine, d'avoir développé cette plateforme de réflexion qui s'interroge en fait sur les meilleurs modes de gouvernance sectorielle, sachant que l'enjeu souvent c'est d'articuler en fait intérêt général et efficacité économique. C'est finalement ça l'enjeu de la régulation. Et la chaire s'intéresse d'une part aux modalités d'organisation de ces systèmes de gouvernance sectorielle qui font appel bien entendu au pouvoir public, mais qui s'organisent à la fois au niveau national, international, régional, et puis aussi à l'auto-organisation des parties prenantes de l'industrie. Ça, c'est un des grands thèmes de la chaire. L'autre grand thème de la chaire, c'est de regarder comment en fait, les grands enjeux contemporains affectent le fonctionnement de la régulation, devraient transformer la régulation. Et parmi ces grands enjeux contemporains, il y en a deux qui nous paraissent particulièrement importants et qui sont par ailleurs des priorités européennes, qui sont la transformation numérique d'un côté et puis la transition écologique de l'autre. Et nous avons décidé d'organiser cette conférence célébrant nos 5 années d'existence autour de 2 temps de réflexion autour de ces questions. Et le premier temps sera animé par Thomas Courbe, qui est directeur général des entreprises à Bercy, que je remercie très chaleureusement parce qu'il a accepté de nous rejoindre vraiment au dernier moment. Initialement, Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, avait accepté de participer. Il nous l'avait confirmé encore récemment, mais compte tenu du remaniement ministériel en cours, il ne peut pas être là ce soir. Et Thomas, vous connaissez parfaitement ces sujets. Vous préparez les dossiers du ministre d'une certaine manière, donc de toute façon, vous avez la compétence pour nous éclairer sur les questions que nous nous posons ce soir, qui sont en fait les grands enjeux de gouvernance posés par la transformation numérique et la régulation du numérique. En fait, ça vient particulièrement à point aujourd'hui, puisque depuis la mi-juin, l'Union européenne a lancé une consultation sur le Digital Services Act. Et dans cette consultation, finalement, se pose la question de la réforme d'un certain nombre d'outils de politique de la concurrence, de la question de la création de régulation ex ante, et puis la question du renforcement de la responsabilité des plateformes. Et donc, je pense que vous entendre sur ce sujet est particulièrement pertinent ce soir. Et donc, encore une fois, merci d'avoir accepté. Et
je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, après quoi je vous interrogerai avec l'aide de Joëlle Toledano, qui est membre éminente de la chaire. Joëlle Toledano est professeure émérite à l'Université Paris-Dauphine. Joëlle Toledano symbolise bien, d'une certaine manière, personnifie bien ce qu'est la chaire, puisque elle-même mélange un peu les trois expertises que nous trouvons dans la chaire. Elle est universitaire et elle a une carrière universitaire. Elle a aussi été régulatrice. Elle a été membre de l'ARCEP et elle a aussi effectué plusieurs missions pour l'État, notamment une réflexion sur les fréquences. Et enfin, Joëlle a eu aussi une carrière dans l'industrie et chez les opérateurs régulés, en l'occurrence La Poste. Et donc Joëlle symbolise tout à fait ce qu'on essaye de faire dans la chaire, c'est-à-dire d'organiser un dialogue entre ces trois types de compétences. Voilà. Quant à vous, Thomas Courbe, vous avez commencé votre carrière administrative au ministère de la Défense. Et vous avez rejoint Bercy en 2002, où vous avez été à la direction du Trésor. Vous avez aussi rejoint le cabinet du ministre, notamment de Christine Lagarde. Et puis vous êtes à peu près passé partout à Bercy avant de prendre la direction générale des entreprises. La direction générale des entreprises, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est, c'est cette direction qui, au fond, comme son nom l'indique, s'intéresse aux entreprises, mais elle s'intéresse particulièrement à l'économie sectorielle et aux politiques publiques sectorielles. Donc, c'est tout à fait à point pour cette chaire, et aussi, évidemment, au numérique. Et donc, merci encore d'avoir accepté de nous rejoindre dans une période quand même particulièrement animée, puisque vous avez géré la crise du Covid et puis maintenant le remaniement ministériel. Voilà, donc merci encore une fois, et vous avez la parole pour une dizaine de minutes pour nous parler un peu de la position française et de votre vision en fait de la régulation du numérique. Merci beaucoup. Heureusement, le remaniement est moins difficile à gérer que le Covid. Alors, je vous remercie vraiment pour votre invitation. C'est un sujet très important et donc je n'ai pas hésité à venir. Il me semble qu'aujourd'hui, justement, en sortie de crise, on voit que ce sujet de la régulation des plateformes numériques qui était bien identifié ressort de manière encore plus vive, puisque la crise a montré à quel point un certain nombre de grands acteurs du numérique jouaient un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société. Et c'est exacerbé pendant une période de crise comme celle-là. Et finalement, depuis 3 ans, le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures. Évidemment, la taxe sur les services numériques, une mesure d'équité fiscale essentielle, la loi contre la dissémination de fausses informations et la loi contre la haine sur Internet. Et aujourd'hui, il nous semble que l'enjeu majeur, c'est celui de la régulation économique des grands acteurs du numérique au sens large. On peut citer 2 exemples assez récents qui, je crois, illustrent assez bien les enjeux posés par les grandes plateformes structurantes. Et il s'agit bien sûr pas là de citer des dossiers individuels pour les juger au fond, mais simplement pour illustrer ce qu'ils révèlent de la situation des acteurs. Le premier, c'est celui de Paylib et donc une solution de paiement qui n'a pas accès sur les terminaux de l'un des principaux constructeurs et opérateurs à l'antenne qui lui permet d'opérer, donc qui finalement se voit privé une part importante du marché. C'est un bon exemple, je pense, de ce phénomène de gatekeeper qu'on évoque et sur laquelle la Commission insiste beaucoup, dans lesquels un acteur qui a une position très importante sur le marché peut finalement interdire à un autre acteur d'accéder à une partie du marché. Le deuxième exemple, c'est qui a fait l'objet d'ailleurs d'une plainte auprès de l'autorité de la concurrence. Donc là encore, il ne s'agit pas de juger au fond, mais simplement de montrer ce que ça illustre. C'est Criteo versus Facebook. Et finalement, la situation dans laquelle Criteo est dans l'incapacité de proposer ses propres solutions à ses clients qui veulent faire des campagnes sur Facebook. Et on a ici une assez bonne illustration, je crois, de l'esprit à la fois français et européen sur cette régulation des plateformes qui vise notamment à un bon partage de la valeur, à permettre à des solutions innovantes, des entreprises innovantes de se développer et de ne pas rencontrer des barrières
notamment d'acteurs qui eux-mêmes proposent des solutions concurrentes et qui pourraient utiliser leur position sur le marché pour empêcher finalement cette concurrence naissante d'intervenir. Donc cette idée de régulation, c'est beaucoup développé autour des états généraux de la régulation du numérique. Et d'ailleurs, Joël Toledano a été un élément central de ces états généraux et qui se sont donc déroulés il y a à peu près un an. Ils ont conclu, je pense, 4 principes qui sont assez importants. Le premier, c'est que les problématiques posées par les plateformes, finalement, se posent dans l'ensemble du champ collectif, évidemment économique, mais aussi sociétal, notamment, et que donc ils appellent une approche transversale, une réponse transversale de l'État. Le deuxième, c'est que l'État a besoin de monter en compétences, puisque ce sont des sujets sur lesquels il est mal doté techniquement et sur lesquels l'État doit être capable de mieux comprendre les mécanismes techniques en vigueur. Troisième principe, c'est qu'évidemment, les outils de régulation actuels sont trop limité pour jouer le rôle qu'on voudrait. Et puis finalement, c'était aussi de rappeler en conclusion l'importance de l'échelon européen, et j'y reviendrai puisque vous l'avez dit, une régulation européenne importante est en cours d'élaboration, et avec la perspective notamment donc, de ce Digital Services Act, et puis d'autres initiatives que j'évoquerai, il nous a semblé important au niveau de l'État de nous organiser. On a mis en place une task force qui regroupe, parce que justement on a voulu tirer ce premier enseignement des États généraux qui était d'avoir une approche complètement transversale. On a mis en place une task force qui regroupe tous les ministères concernés et les autorités compétentes qui travaillent ensemble pour essayer d'avoir cette vision globale et d'avoir dans la perspective du DSA une approche, une vision transversale des enjeux. Et donc, dans ce qui nous est proposé aujourd'hui au niveau européen, on voit un certain nombre d'éléments importants. Plusieurs options sont posées par la Commission et il nous semble, il n'y a pas encore de position française officielle, mais dans l'état de nos analyses et de ceux de cette task force, il nous semble clair que l'option proposée par la Commission européenne d'avoir une régulation ex-ante asymétrique des plateformes structurantes est l'option à privilégier, que c'est vraiment l'option qui nous semble répondre aux enjeux que j'ai essayé d'illustrer en introduction. Il nous semble que cette régulation doit être mise en œuvre par un régulateur européen. C'est aussi un élément qui nous semble important pour tout un ensemble de raisons, notamment de capacité d'action, de cohérence de l'action, de marché pertinent, évidemment. Il faudra aller plus dans le détail sur les propositions de la Commission. Elle offre plusieurs options pour ce régulateur ex-ante, de pratiques interdites ou de mesures au cas par cas. Il nous semble, notre approche est plutôt de doter un tel régulateur de la palette la plus large possible d'outils pour renforcer son efficacité face à des acteurs très, très puissants, évidemment. Et puis, il faudra aussi assurer, ça sera, je pense, une partie du débat des prochains mois, l'articulation entre cette option dans le cadre du DSA et le New Competition Tool proposé par Margaret Vestager, et il nous semble, alors là aussi, avec tout un menu d'options qui devront être étudiées, on pourra y revenir, il nous semble qu'il peut y avoir une complémentarité entre les deux outils pour atteindre l'objectif que j'évoquais de régulation des grandes plateformes. On a aussi d'autres sujets que vous avez évoqués dans le cadre de ce DSA qui sont aussi des sujets importants, la régulation des places de marché en ligne, qui est aussi un élément important. On aura aussi sans doute des débats sur des sujets très sensibles comme le statut d'hébergeur. Typiquement, et là aussi pour vous livrer l'état de nos réflexions, il nous semble que le débat européen sera sans doute intense. Il nous semble qu'il ne faut sans doute pas remettre en cause le statut d'hébergeur, la notion de safe harbor. En revanche, l'assortir d'obligations importantes qui seraient assignées à ces places de marché. C'est un sujet, c'est l'état de la réflexion et c'est un sujet qui sera débattu évidemment au niveau européen. Et puis en matière de régulation des contenus aussi, qui est un peu aux limites de la régulation économique,
Là aussi, il nous semble qu'il faut avoir une approche assez large des contenus. D'abord, ne pas se limiter aux contenus manifestement illégaux, mais aussi aux contenus qui justement sont de désinformation ou qui sont préjudiciables en général. On a vu avec certaines expérimentations avec des plateformes volontaires que des engagements volontaires des plateformes pouvaient donner des résultats, mais qu'ils étaient trop limités et qu'on avait besoin désormais d'avoir sur ce sujet des obligations contraignantes sur ce champ assez large de contenu qui nous semble devoir être traité. Et donc on a finalement, pour résumer, trois grands objectifs dans ce débat européen et dans la préparation de cette régulation européenne dont on espère qu'elle pourra être proposée d'ici la fin de l'année par la Commission européenne. Donc une régulation économique ex-ante, asymétrique, donc centrée sur les plateformes structurantes, la lutte contre les contenus à la fois illicites et préjudiciables, et puis la régulation des places de marché en ligne, sur divers plans notamment, et c'est un sujet croissant, c'est un sujet de société d'ailleurs important, les produits dangereux. On voit que lors d'échanges récents avec la Commission, un commissaire nous faisait remarquer que si tout ce qui était vendu sur cette plateforme l'était dans un magasin physique à Bruxelles, il serait fermé le soir même. Et donc on voit bien qu'il y a un sujet aussi de sécurité des consommateurs qui est absolument majeur et qui doit être traité à cette occasion. Et alors, je l'évoquais peut-être pour conclure cette introduction, on voit bien que cette approche de régulation des plateformes nécessite une montée en compétences de l'État et nous avons proposé, ça a été approuvé, et nous mettons en œuvre actuellement un dispositif un peu original au sein de la Direction générale des entreprises qu'on a dénommé PEREN, hein, qui est donc le pôle d'expertise sur la régulation de l'économie numérique et qui doit justement être finalement le lieu où on concentre l'expertise technique la plus poussée au service de l'État, au service de l'ensemble des services de l'État et également des autorités indépendantes. Et on a construit ce concept en lien avec les autorités indépendantes pour qu'elles puissent elles aussi avoir recours à ce type d'expertise et qu'on ait ainsi des effets un peu de concentration de l'expertise, d'attraction. Et je profite que vous m'invitez ce soir pour dire que nous recrutons dans ce pôle et que donc les candidats éventuels peuvent s'adresser à nous s'ils souhaitent participer à cette aventure. Pour illustrer, on va confier des travaux au pôle sur par exemple la cartographie des chaînes de valeur dans les plateformes de publicité en ligne, sur la viralité des contenus et les algorithmes de recommandation, sur les modèles technico-économiques des marketplaces, des choses de ce type, donc qui sont, je pense, passionnantes pour ceux que le sujet intéresse. Et cette montée en compétences doit nous aider aussi dans le débat qui vient au niveau européen avec les États membres à formuler les propositions les plus précises possibles, les plus concrètes possibles, et puis aider les autorités indépendantes quand elles le souhaiteront pour leur travail. Merci beaucoup pour cette introduction. Je laisse Joëlle poser la première question qui lui brûle les lèvres. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Mais quand on vous écoute et quand on voit aussi d'ailleurs les propositions de la Commission et les questions, on a au fond quand même, on a l'impression qu'on a deux armes et que le sujet n'est pas encore terminé entre le droit de la concurrence et des évolutions très inattendues qui sont proposées par la Commission par rapport à ce qu'il disait il y a encore quelques mois, et puis une régulation. Mais si on rentre effectivement, quand vous disiez un régulateur du numérique finalement au niveau européen, est-ce qu'on peut aller plus loin, essayer de se projeter? Vous le voyez comment, au fond? Est-ce qu'il est indépendant de la Commission? Comment il fait? Quel lien on peut imaginer avec justement les compétences nationales, parce qu'on sait très bien qu'il y a un va-et-vient énorme sur les plateformes. Il y a un niveau européen qui est celui qui est pertinent pour avoir du pouvoir, et souvent les marchés ils sont quand même beaucoup locaux. Donc on voit, et puis des autorités de la concurrence qui sont et nationales et européennes. Donc il y a toute une série d'articulations et de questions institutionnelles. Je suppose que encore aujourd'hui, on n'a pas réponse à tout, mais est-ce que vous avez déjà une idée de comment tout ça peut s'articuler? Oui, alors le premier point d'abord qui me semble
essentiel, c'est ce que vous évoquez, c'est que finalement, ce que la Commission propose, en tout cas soumet à la consultation dans le cadre du DSA, était inespéré il y a 6 mois. Enfin, et donc ça prouve qu'il y a eu un progrès quand même. Et on voit aussi chez de nombreux États membres, on a d'ailleurs, la France a signé des déclarations communes avec beaucoup d'entre eux, on voit qu'il y a une vraie évolution forte. Et donc déjà, si on arrive à faire acter dans une législation européenne le principe d'une régulation ex ante, ça sera quand même un progrès considérable. Et vraiment, c'est un objectif très fort de la France. Je sais que vous avez beaucoup défendu cet objectif aussi. Oui, vous avez raison, mais j'espère que dans 5 ans, on l'aura mis en place. Quoi. Ah oui. non, mais c'est une question qu'on aborde avec, dans nos entretiens à la Commission. Et l'idée, c'est bien qu'il y ait une proposition sur la table à la fin de l'année. Et on souhaite que... Alors, on ne peut pas faire de pronostic de calendrier, mais en tout cas, on souhaite qu'il y ait une matérialisation législative, une entrée en vigueur bien avant 5 ans. Notre objectif est beaucoup plus proche. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'intention qu'au moment de la présidence française de l'Union européenne, il y ait une vraie matérialisation, une étape en tout cas franchie sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la question du régulateur, on voit que même dans nos échanges avec la Commission européenne, avec les États membres, le débat reste assez ouvert. Il y a beaucoup de modèles qui sont discutés, des analogies qui sont faites par exemple avec le secteur bancaire, l'articulation dans le secteur bancaire entre le régulateur, y compris d'ailleurs l'évolution dans le temps qui s'est produite dans la régulation bancaire avec des transferts de pouvoir des régulateurs nationaux vers les régulateurs européens. Ce qui semble quand même relativement faire consensus, c'est l'idée qu'il faut un régulateur européen, qu'il faut qu'il ait un dialogue avec les autorités nationales. Et ensuite, le champ reste assez ouvert. Et dans nos échanges avec la Commission, on voit que il ne nous semble pas qu'il y ait à ce stade, en tout cas, de position trop fermée sur le sujet. Mais pardon, précisément, vous voyez un régulateur qui serait même indépendant de la Commission. Alors, ce débat est ouvert à la Commission. Et pour tout vous dire, on perçoit des visions différentes au sein de la Commission, entre certaines parties de la Commission qui le voient complètement indépendant. Si vous voulez, pour résumer, je pense que une partie de la Commission se calque très fortement sur le modèle des télécoms, de la régulation des télécoms, et une autre partie voit plutôt la DG Comp comme la DG Concurrence comme le régulateur naturel. Donc on voit que c'est pas les mêmes modèles, hein. C'est des modèles très différents, puisqu'on a d'un côté un exécutif et puis de l'autre une autorité indépendante. Donc ce champ est ouvert et il nous semble que la question, c'est d'avoir un débat constructif sur ce qui sera le plus efficace. Alors justement, dans le cadre de cette négociation internationale, européenne, comment va se construire la position française? Donc vous avez évoqué le dispositif de coordination qui a été mis en place au plan interministériel et avec les autorités de la concurrence. Mais en fait, en France et comme dans l'ensemble des pays, on s'est assez bien organisé la consultation des parties prenantes dans des industries bien structurées comme les télécoms, la mobilité, etc. On connaît les interlocuteurs, il y a un régulateur sectoriel, il y a un ministère de référence, etc. Ici, effectivement, on est dans un modèle complètement différent puisque le numérique est complètement pervasif et vous l'avez rappelé aussi, ça soulève des enjeux à la fois économiques et sociaux, mais aussi sur les questions des droits civiques, etc. Donc, comment vous voyez justement en matière de gouvernance la mise en place d'un dispositif qui permette de consulter toutes les parties prenantes, qui sont en fait, au fond pratiquement toutes les parties prenantes du national, enfin du débat national. Oui. Alors c'est une bonne question. Il nous semble que les états généraux de la régulation du numérique ont déjà permis, et ceux qui ont participé ont vu qu'on avait quand même reçu un très grand nombre de contributions. Il y avait eu des consultations très larges et les conclusions que j'évoquais sont, de notre point de vue, aussi le résultat de ces consultations larges sur quelques grands principes.
La consultation engagée par la Commission, donc il y avait une première étape fin juin et le reste début septembre, doit être, de notre point de vue, le vecteur principal de cette consultation. Et on encourage en tout cas tous les acteurs français intéressés au débat à répondre à cette consultation. Et la Commission nous y a invités aussi, parce que notre idée quand même, c'est qu'une fois la consultation par la Commission close, il faudra avancer sur des propositions concrètes. Et donc c'est vraiment le bon moment, je pense, pour que tous les acteurs s'expriment et qu'ils le fassent d'ici. Donc il y a eu cette première phase où j'espère beaucoup l'ont fait, et puis il y a la deuxième phase plus détaillée d'ici le 8 septembre. Et je crois que c'est le bon cadre pour mener cette consultation. Alors, pour changer un peu complètement de sujet et venir un peu à côté, mais c'est un débat, alors que le monde du numérique en ce moment adore, celui de la souveraineté. Oui. Et nous avons ces derniers temps quelques sujets qui ont émergé. Ça a commencé avec les données de santé, et puis plus récemment avec la BPI. Oui. Bref, au fond, entre le court terme et le long terme, comment est-ce que les pouvoirs publics arrivent à la fois à dire on veut favoriser la souveraineté et on ne choisit pas toujours par exemple des clouds souverains. Ouais. Comment on fait? Alors c'est effectivement l'équilibre qu'on doit réussir à trouver, et surtout ça témoigne d'une situation qui est aujourd'hui insatisfaisante, et notre action se concentre sur apporter des réponses concrètes, et ces réponses, elles sont, il nous semble, de plusieurs ordres. Elles sont d'abord, et ça guide beaucoup la politique économique de ce gouvernement, une politique de l'offre, et donc la capacité à développer une offre, notamment, puisque vous évoquez le cloud, de services de cloud qui soient satisfaisantes pour les clients. Et un certain nombre de cas que vous évoquez, les choix qui ont été faits par les clients se sont faits sur les services dont ils avaient besoin. Et il faut reconnaître qu'il y a une partie de ces services pour lesquels il n'y a pas une offre française ou européenne qui aujourd'hui répond aux besoins. Donc c'est vraiment une priorité, et j'ai été heureux de voir que la Commission partage cet objectif d'entretenir, de stimuler le développement de l'offre européenne sur les services de cloud. On a un deuxième axe de travail qui est celui de l'interopérabilité, puisqu'il y a la question de la sécurité des données. Il y a aussi la question, notamment sur les services de cloud, de la capacité du client à changer de fournisseur de services, à avoir là aussi un pouvoir dans la relation avec le fournisseur plus important. Et c'est l'initiative Gaia-X qu'on a lancée avec l'Allemagne, qui a vraiment pour vocation de privilégier l'interopérabilité, la capacité des clients à changer d'offre, et donc à stimuler aussi la concurrence. Et puis, le troisième axe, et on y travaille activement, c'est d'avoir en France une offre de cloud souverain, réellement souverain, qui soit immune aux réglementations étrangères. On a communiqué sur le Cloud Act américain, par exemple, qui apporte tous les éléments de sécurité sur l'accès aux données, d'une manière générale. Et on a bien progressé avec les fournisseurs de solutions français notamment, avec les clients aussi, c'est un peu tout l'enjeu de ce sujet, c'est d'arriver à élaborer des offres qui vont convenir aux clients, et qui, alors que le cloud doit être un outil de compétitivité, ne va pas les contraindre. Et donc, on a progressé. J'espère que dans les prochains mois, on pourra marquer une étape dans cette idée de cloud souverain. Vous avez vu qu'on a un label français, Secnum Cloud, qui garantit la sécurité des données. Et on espère en faire un élément à côté de l'offre qualifiée des services associés d'un cloud souverain français puis européen. Alors, avant de vous poser une nouvelle question, je voudrais juste parler à nos auditeurs, en fait, qui suivent en ce moment ce débat. Je leur signale, en fait, ce que j'ai oublié de faire au départ, qu'ils peuvent poser des questions sur le chat et qu'on les relaiera. Voilà, d'où la présence de cette tablette sur mes genoux. Justement, pour rebondir un peu sur ces questions de souveraineté et ces histoires de régulation, d'une manière générale, l'un des enjeux, évidemment, c'est de développer des régulations pan-européennes ou françaises, mais qui puissent en fait être effectives. Or, on sait que
les grands acteurs du numérique, alors pour l'instant, sont essentiellement américains, d'origine américaine, et sont soutenus par le gouvernement américain, bien légitimement. On sait aussi que les Chinois sont aussi sur les rangs pour être des acteurs dominants du numérique, et là aussi soutenu de manière très effective et très évidente par le gouvernement chinois. Donc dans ce contexte-là, comment l'Union européenne ou la France peut se doter d'outils dans ces négociations internationales pour négocier effectivement des régulations qui sont par définition de portée mondiale ou de portée globale, même si elles sont d'origine européenne. Alors on a effectivement des exemples de succès de la position européenne avec le RGPD, mais est-ce qu'on peut renouveler cela selon vous, sur d'autres sujets, et notamment cette régulation ex ante des plateformes dominantes? Oui, je crois que le RGPD est effectivement le bon exemple pour montrer que une réglementation finalement complètement européenne peut être non seulement bien appliquée, l'Europe a les moyens de bien la faire appliquer, mais en plus servir de modèle pour d'autres acteurs qui l'intègrent face à une demande sociétale croissante sur ces questions de protection des données. On va avoir d'autres régulations qui potentiellement peuvent avoir le même effet. Vous savez que la Commission européenne a lancé une réflexion sur l'éthique de l'IA, par exemple, et on discute beaucoup avec elle pour que, là aussi, trouver le bon équilibre entre une régulation contraignante garantissant un certain nombre de valeurs et puis en même temps ne pas empêcher l'innovation dans ce domaine, et notamment l'innovation européenne dans ce domaine. Mais c'est typiquement un autre exemple d'un cas qui pourrait, s'il est mis en œuvre, avoir une vocation plus internationale. Et ensuite, sur une régulation, il nous semble qu'on est dans un domaine où, si on a un régulateur européen qui agit sur le marché européen, il nous semble qu'il aura les moyens de faire respecter cette régulation. C'est ce qui plaide aussi pour la dimension ou le niveau européen. C'est aussi pour que ce régulateur agisse sur un marché suffisamment significatif pour que les règles qu'il impose doivent être respectées par les acteurs. Et c'est ce qui serait sans doute un peu plus difficile au niveau national. Et donc, un régulateur ex ante nous semble pouvoir tout à fait être en mesure, sur un marché aussi important pour tous les acteurs du numérique, d'imposer finalement la régulation qu'on aura définie, de la faire respecter et peut-être ensuite effectivement de la porter à un niveau plus international, qui serait évidemment notre objectif. Mais il nous semble déjà que si on arrive à le faire au niveau européen, ça aura déjà un effet très fort sur tous les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc alors donc une première question qui arrive par le chat. Donc quels acteurs regrouper la task force transversale? Quelle méthode de travail? Alors, dans la task force transversale, il y a tous les ministères et les directions intéressées. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais toutes les directions de Bercy qui sont intéressées. Le ministère de la Culture, par exemple, qui est évidemment très intéressé par les questions de contenu. Les autorités, l'ARCEP, l'autorité de la concurrence, qui participent à toutes ces réflexions. Et les méthodes de travail, c'est... alors d'abord, finalement, entre tous ces acteurs, la définition d'un programme de travail, de définition commune. Typiquement, un premier sujet qu'a abordé la task force, c'est qu'est-ce qu'une plateforme structurante, comment on la définit, quels sont les critères. Et ça, on a fait ce travail et on a abouti à un résultat. Donc, on a une position très concrète sur ce sujet. La task force, elle a aussi des interactions avec nos partenaires européens. Et on a tenu en janvier un séminaire avec beaucoup d'acteurs européens, la Commission européenne, beaucoup d'États membres. Et la task force va continuer à avoir des contacts aussi pour finalement, au fur et à mesure qu'on définira des positions, des propositions, les porter et échanger avec nos partenaires européens. Et donc être plus efficace parce qu'on aura collectivement mené le travail d'analyse et de proposition. On présentera une position unie sur un sujet qui, comme vous l'avez dit, intéresse beaucoup de parties de l'État, et donc on sera plus fort avec une position très, très claire. Et puis on aura un effet de masse, j'espère, pour promouvoir nos idées auprès de nos partenaires.
Merci beaucoup. Donc une autre question, donc ça marche. Oui. Comment relancer la question de la régulation des contenus haineux en ligne au niveau européen, par exemple? Alors, c'est évidemment un sujet tout à fait prioritaire pour nous. Et d'ailleurs, vous citiez Cédrico, je l'ai accompagné il y a 2 semaines à Bruxelles pour notamment porter ces sujets. Et on a senti qu'il y avait à Bruxelles, clairement, à la Commission, la volonté de traiter cette question. Il reste, pour être honnête, il reste beaucoup de sujets de débat avec la Commission européenne sur des sujets comme pays d'origine, pays de destination, sur le régulateur compétent, donc évidemment c'est un sujet qui est complexe, qui est sensible, sur lequel on insiste sur le fait que sur ces questions de haine en ligne, il y a forcément au sein des 27 États membres de l'Union européenne des visions différentes et des qualifications différentes par les États membres de ce qui est acceptable ou pas. Et ça c'est culturel, c'est normal, et donc de notre point de vue, un élément absolument clé dans une régulation européenne sur le sujet sera que chaque État membre puisse avoir son mot à dire sur la manière dont celui qui est chargé de la régulation doit juger sur les contenus qui sont diffusés sur son territoire. Donc ça, c'est typiquement les sujets qui seront des sujets de débat, mais sur lesquels la France a des positions fortes. Et en tout cas, il nous semble on a senti une volonté forte des commissaires d'avancer sur ce sujet dans les prochains mois. Il y a une conscience, je pense, forte du fait qu'il faut agir. Les modalités seront un gros enjeu pour nous pour que ça réponde bien à nos objectifs. Oui, très certainement, puisque tout ça nécessitera aussi sans doute une renégociation, enfin en tous les cas un aménagement sérieux des traités européens, puisque ça correspond à des abandons de souveraineté nationale, non? Sur un certain nombre de sujets. Alors, l'instauration d'un régulateur européen. Il nous semble que... c'est une vraie question, et pour être réaliste, on essaye de ne faire que des propositions qui ne nécessitent pas de modification de traité pour fixer des objectifs atteignables. Et il nous semble que dans tous les champs que j'ai évoqués, on peut avancer sans modification des traités. Il nous semble que... Je crois que c'est Alors après, vous évoquez aussi il peut y avoir des visions encore plus ambitieuses que ce qu'on vient d'évoquer là, mais dans tous les champs qu'on a évoqués sur un régulateur ex-ante économique, il nous semble que on peut agir sans nécessairement des évolutions de traités. Pardon, juste, c'est peut-être un point trop précis, mais moi j'ai eu l'impression, en regardant les options sur les évolutions des outils du droit de la concurrence, que certains de ceux qui étaient envisagés pourrait supposer une évolution des traités, même si ce n'était pas écrit comme tel. Oui. Alors, non, dans toutes les options qui sont discutées aujourd'hui, certains le nécessitent. Et d'ailleurs, si au-delà du numérique, dans les débats que la France et l'Allemagne, par exemple, ont eu avec la Commission sur la révision du droit de la concurrence, il y avait effectivement des sujets sur lesquels on aurait eu besoin, sur certaines propositions de modification des traités. Mon point, c'est qu'on peut arriver à des effets qui globalement atteignent nos objectifs sans modification des traités. Et là, bon, plutôt un sentiment personnel, mais c'est que si on ajoute à quand même la difficulté de construire une régulation des grandes plateformes, une modification des traités, on risque d'éloigner l'atteinte de l'objectif. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas indispensable. Alors une dernière question en ligne avec laquelle je vous demanderai une réponse très très rapide, c'est en fait au fond ce régulateur européen, quel serait son périmètre d'action? Est-ce que ça serait la régulation des plateformes ou la régulation de l'écosystème numérique? Alors à ce stade, notre proposition c'est la régulation des plateformes structurantes. Donc d'un petit nombre de plateformes qui sont gatekeepers, qui ont des caractéristiques qui les distinguent fortement des autres. Pardon, alors une question complémentaire, ça intégrerait P2B ou P2B? Pardon, donc on mettrait dedans comme base, qui est aujourd'hui à une sorte de champ éclaté où on ne sait pas très bien, je ne voudrais pas rentrer polémiquer, mais en France même, qui est en charge de quoi entre la DGCCRF, bon. Donc ça, dans votre esprit, au fond, ça prendrait un peu de symétrie, quoi, quand même. Oui. Alors, P2B est symétrique. Oui, tout à fait.
Disons qu'on peut aussi vivre avec les deux. Et d'ailleurs, dans les options de la Commission, elle met une option au renforcement de P2B en face de l'option régulateur. Il nous semble qu'on peut vivre avec les deux, avec un P2B renforcé en symétrique, mais une régulation qui, elle, de notre point de vue, ça c'est un point assez clair, doit vraiment être asymétrique. Donc pas tout l'écosystème, mais seulement les grandes plateformes structurantes. Eh bien, nous arrivons au terme de ce premier temps de débat. Merci beaucoup Thomas Courbe pour vos réponses, votre exposé, pour nous avoir fait l'honneur de votre présence ce soir. Le dialogue continuera et nous espérons que modestement les parties prenantes de la chaire gouvernance et régulation pourront contribuer à cette élaboration de la position française et aux réflexions en cours sur ces sujets-là. J'en suis sûr. Donc merci encore. La deuxième partie du débat aura lieu dans à peu près une dizaine de minutes, un quart d'heure, avec Thierry Pêche qui viendra nous parler d'urgence climatique et de transformation écologique. Et dans la période intérimaire, la transition sera assurée par un témoignage de Laurent Batch, qui est le président de la Fondation Dauphine et l'ancien président de Dauphine et qui a présidé à la création de cette chaire il y a 5 ans. Et puis Alain Fuchs, qui est le président de l'université PSL, qui est l'université et le grand établissement en fait, qui regroupe Dauphine, l'ENS et puis un certain nombre de parties prenantes de la recherche parisienne dans ce grand établissement qui a beaucoup d'ambition internationale et qui expliquera comment effectivement un dispositif comme la chaire s'articule avec l'écosystème universitaire français et parisien en particulier. Et puis il y aura une petite vidéo aussi pour faire un rapide bilan des activités de la chaire sur ces 5 dernières années. Voilà, merci encore infiniment et à tout de suite aux auditeurs pour la suite de cette émission. Merci.